Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous allez voir, le format est un peu différent. Si vous regardez l'histoire, les personnes qui se sont enrichies grâce à l'immobilier n'étaient pas forcément les plus intelligentes, ni les plus diplômées, ni celles qui avaient les meilleurs salaires, mais souvent celles qui ont compris une chose très simple. Le logement est un besoin vital. Et tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il faudra les loger quelque part. Parce qu'on peut repousser beaucoup de dépenses dans une vie. Changer de téléphone, partir en vacances, acheter une voiture. Mais se loger, impossible. Et c'est précisément pour ça que l'investissement immobilier est probablement l'un des véhicules de création de richesse les plus puissants au monde. Parce qu'il est là, parce qu'il est à la mode. Pas parce que des influenceurs le disent, mais parce qu'il répond à l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et aujourd'hui, ce besoin devient de plus en plus cher. Depuis l'année 2000, les prix de l'immobilier ancien en France ont été multipliés par environ 2,6 selon les données de l'INSEE. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'un appartement acheté 100 000 € au début des années 2000 peut aujourd'hui valoir jusqu'à 260 000 €, parfois beaucoup plus selon les villes. Maintenant, mettons ça en perspective sur la même période. Les salaires, eux, n'ont absolument pas été multipliés par 2,6. Le SMIC net mensuel était autour de 800 € au début des années 2000. Aujourd'hui, il tourne autour de 1400 €. Et même la bourse, pourtant extrêmement performante sur le long terme, illustre cette logique. Le CAC 40 était autour de 6000 points en 2000. Aujourd'hui, il évolue autour des 8000 points. Ça représente une hausse d'environ plus de 33% sur 25 ans. Mais on reste très loin de certaines évolutions immobilières observées dans les grandes villes françaises. Parce que pendant que le CAC 40 progressait d'environ 1,3 fois, certains marchés immobiliers, eux, ont été multipliés par 2,5, voire 3, voire davantage selon les zones. Et le pire pendant ce temps-là, les personnes qui n'ont pas acheté ont continué à payer des loyers et encore, et encore, et encore. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent encore l'immobilier comme une dépense, alors que les investisseurs le regardent comme un actif. Et cette différence de vision change complètement une vie financière. Chaque mois, des millions de personnes se lèvent tôt. Elles travaillent, elles échangent leur temps contre un salaire. Puis une partie énorme de ce salaire disparaît immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il faut se loger et à ce moment-là, deux mondes se séparent. Ceux qui paient pour habiter et ceux qui sont payés parce qu'ils possèdent. C'est probablement l'un des plus grands transferts d'argent silencieux de notre société. Parce que chaque mois, des milliards d'euros sont transférés vers les propriétaires immobiliers. Et la plupart des gens ne réalisent même pas ce mécanisme. Pour autant, il est partout. Quand quelqu'un paye 800 €, 1200, 2000 € de loyer, cet argent finance un crédit, un patrimoine ou la retraite future d'un investisseur. Autrement dit, beaucoup de personnes construisent le patrimoine des autres avant de construire le leur. Et attention, ce n'est pas une critique des locataires, parce qu'être locataire peut être une stratégie temporaire intelligente. Le vrai problème, c'est de rester toute sa vie du mauvais côté du système, sans même comprendre comment il fonctionne. Parce qu'à long terme, la différence devient gigantesque. Imaginez deux personnes qui gagnent le même salaire à 30 ans. La première reste locataire toute sa vie. La seconde achète un premier bien, puis un deuxième, puis un troisième actif rentable avec le temps. 20 ans plus tard, la première personne possède très peu d'actifs et continue de payer pour se loger. La seconde possède des biens, des loyers, du patrimoine et une liberté financière. Et tout ça grâce à un mécanisme extrêmement simple. Posséder des actifs liés à un besoin vital. Parce qu'on peut arrêter beaucoup de dépenses en période difficile, mais arrêter de se loger, c'est impossible. C'est pour ça que l'immobilier est si particulier. Un restaurant peut fermer, une technologie peut devenir obsolète, une tendance peut disparaître, mais le besoin de se loger lui reste. D'ailleurs en France, la possibilité pour chacun de disposer d'un logement décent a été reconnue comme un objectif à valeur constitutionnelle. Ça montre quelque chose de très fort. Le logement n'est pas considéré comme un luxe, c'est une nécessité fondamentale. Et économiquement, les besoins fondamentaux créent souvent les marchés les plus puissants sur le long terme. Parce que quand la demande est structurelle, les actifs prennent naturellement de la valeur avec le temps.
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'immobilier depuis plus de 20 ans. Et c'est aussi pour ça que les grandes fortunes possèdent toujours, ou en tout cas presque toujours, de l'immobilier. Pas uniquement pour faire de l'argent, mais parce qu'elles comprennent une règle simple. Contrôler les actifs liés aux besoins essentiels permet souvent de construire une richesse durable. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent encore uniquement pour payer leurs charges, alors que d'autres utilisent progressivement leurs revenus pour acquérir des actifs qui produiront des revenus à leur place dans le futur. C'est cette transition qui change complètement une trajectoire financière. Le jour où quelqu'un comprend qu'il ne doit pas seulement travailler pour gagner de l'argent, mais aussi acheter des actifs qui travaillent pour lui, sa vision de l'argent change totalement. Et pourtant, malgré tout ça, chaque génération répète exactement la même phrase. L'immobilier est trop cher. C'est fascinant quand on y pense, parce qu'en 2000, les gens pensaient déjà avoir raté le train. Et tu sais, c'est un de tes apparts ici, c'est super clean. Ouais, je l'ai acheté 70 000, il était complètement délabré, il y avait même plus de sol dans une des pièces, je vais te montrer une photo. Sérieux? Et t'as tout rénové tout seul? Alors, non, pas tellement. Moi, je suis pas bricoleur, en tout cas, je suis pas super bricoleur. J'ai fait faire les travaux par des pros, il y en avait pour à peu près 20 000 euros de rénovation, avec les frais, tout compris, j'en ai eu pour environ 100 000 euros. Et maintenant, ça vaut combien? Aujourd'hui, il a été estimé à 130 000 euros, donc il y a une plus-value immédiate de 30 000 euros si je vends. Et tous les mois, en plus, il me génère 350 euros de cash flow, c'est-à-dire de bénéfices nets dans ma poche. Et j'avais même pas d'apport pour ce projet. Mais ça a l'air intéressant. Moi, comment je peux faire ça, moi? Avant d'investir, j'étais banquier. J'ai vu des centaines de personnes se faire recaler par leur banque. Pas parce que leur projet était mauvais, mais parce qu'elles ne savaient pas comment le présenter. Et alors, si vous aussi, vous voulez apprendre à investir avec méthode et à sécuriser chaque étape, cliquez sur le lien de cette vidéo. En 2010 aussi, en 2020 encore. Et aujourd'hui, des millions de personnes attendent toujours le bon moment. Comme si le marché allait soudainement devenir facile, comme si les actifs allaient devenir moins demandés, comme si le coût du logement allait naturellement s'effondrer sur le long terme. Mais l'histoire montre souvent l'inverse. Depuis plus de 25 ans, le même scénario se répète. Chaque génération pense vivre le pire moment pour acheter. En 2000, les prix ont déjà trop monté. En 2008, la crise financière va faire s'effondrer le marché. En 2015, c'est déjà trop tard, on a loupé les opportunités de la période de crise précédente. En 2020, après le Covid, tout va s'effondrer. En 2023-2025, avec les taux, plus personne ne peut acheter. Et pourtant, quand on regarde les chiffres sur le long terme, on comprend quelque chose de fondamental. Le temps a souvent plus d'impact que le timing. Et regardez cette évolution simplifiée. 2000, appartements achetés 100 000 euros. 2005, environ 140 000 euros. 2010, environ 180 000. 2015, 210 000. 2020, environ 240 000. 2025-2026, environ 260 000, voire davantage selon les villes. Et ça, c'est une moyenne nationale, parce que dans certaines grandes villes, les hausses ont été encore plus spectaculaires. À Paris, certains secteurs ont vu les prix être multipliés par plus de 3 depuis le début des années 2000, avec cependant un ralentissement depuis 2 ans. À Bordeaux, Rennes, Lyon ou Nantes, les progressions ont parfois dépassé plus de 35, 40, 50% rien que sur la dernière décennie. Maintenant, prenons un exemple très concret. Imaginez une personne qui achète un appartement à 100 000 euros en 2000. La banque le finance sur 20 ans. Pendant toutes ces années, le locataire rembourse une grande partie du crédit, le bien prend de la valeur, les loyers augmentent progressivement et la dette, elle, reste fixe et s'amortit dans le temps. Résultat, en 2025, le bien vaut 260 000. Le crédit est remboursé et l'investissement possède un actif entièrement payé. Autrement dit, sans être millionnaire au départ, sans gagner au loto, simplement grâce au temps, à l'effet de levier et à la hausse du marché, un patrimoine important peut se construire. Et c'est là que beaucoup de personnes réalisent quelque chose de brutal. Pendant qu'elles attendaient le bon moment, les actifs continuaient d'avancer sans elles. Parce que le marché immobilier ne récompense pas forcément ceux qui prédisent parfaitement l'avenir, il récompense souvent ceux qui restent longtemps exposés aux actifs. Et attention, ce n'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de coût de remplacement. Parce qu'aujourd'hui, acheter le même bien qu'en 2000 demande plus de revenus, plus d'apports, des crédits plus longs et parfois même des aides familiales. C'est ce que beaucoup de jeunes ressentent aujourd'hui. Le problème n'est pas uniquement que l'immobilier coûte cher, le problème c'est que les actifs augmentent souvent plus vite que les revenus. Entre 2001 et 2020, les prix immobiliers ont été multipliés par 2,3 en métropole.
alors que les revenus disponibles bruts par ménage n'a progressé que d'environ 30%. Et cette différence crée un immense écart de patrimoine entre ceux qui possèdent et ceux qui attendent encore d'acheter. C'est exactement pour ça que tant d'investisseurs disent aujourd'hui mon plus grand regret, ce n'est pas d'avoir acheté un mauvais bien, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Quand vous commencez à étudier les grandes fortunes, vous remarquez rapidement une constante. L'immobilier est presque toujours présent, pas forcément parce que c'est passionnant, pas forcément parce que c'est tendance, mais parce que l'immobilier possède une caractéristique unique que très peu d'actifs offrent à ce niveau. Il permet de construire un patrimoine avec l'argent des autres. Et cette phrase change complètement la manière de voir l'argent, parce que la majorité des gens pensent encore comme ça. Je travaille, j'économise, puis j'investis mon argent. Les investisseurs immobiliers, eux, raisonnent souvent différemment. Comment utiliser intelligemment l'argent de la banque pour acquérir des actifs? Et c'est précisément là que naît l'effet de levier. Imaginez deux personnes. La première veut investir 200 000 € en bourse. Elle devra généralement posséder elle-même une grande partie de cette somme. La seconde veut acheter un appartement à 200 000 € avec un dossier solide. La banque peut financer jusqu'à 90%, voire 100%, même 110% de la somme empruntée. Autrement dit, avec un apport très limité. Elle contrôle immédiatement un actif à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que si cet actif prend de la valeur, la hausse s'applique sur la totalité du bien, pas seulement sur votre apport. Prenons un exemple très simple. Vous investissez 20 000 € d'apport sur un appartement à 200 000 €, donc environ 10%. 10 ans plus tard, le bien vaut 300 000 €. La hausse du marché représente 100 000 €. Mais vous n'aviez peut-être investi au départ qu'une fraction de cette somme. C'est exactement comme ça que certaines personnes accélèrent énormément leur création de patrimoine. Pas grâce à des revenus exceptionnels, mais grâce à l'effet de levier, le temps et des revenus locatifs. Et ce mécanisme devient encore plus puissant quand on comprend une autre chose. L'inflation travaille souvent en faveur des propriétaires endettés. Parce que votre crédit, lui, reste fixe, mais les loyers, les prix de l'immobilier et parfois même vos revenus augmentent avec le temps. Autrement dit, la dette devient progressivement plus légère, année après année. C'est une logique contre-intuitive. La plupart des gens ont été éduqués à éviter la dette. Mais les investisseurs expérimentés savent qu'il existe deux types de dettes. Les dettes qui appauvrissent et les dettes qui permettent d'acheter des actifs. Un crédit consommation pour acheter un objet qui perd de la valeur appauvrit souvent. Mais une dette utilisée pour acheter un actif productif peut enrichir sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que l'immobilier est souvent considéré comme un accélérateur de patrimoine. Parce qu'il combine plusieurs moteurs en même temps. La hausse potentielle du marché, les loyers, l'effet de levier du crédit bancaire, les avantages fiscaux, le remboursement progressif du crédit par le temps. En réalité, beaucoup de personnes riches ne deviennent pas riches uniquement parce qu'elles gagnent beaucoup. Elles deviennent riches parce qu'elles possèdent des actifs. Et ces actifs continuent de produire de la valeur pendant qu'elles dorment, pendant qu'elles voyagent ou travaillent sur d'autres choses. C'est ça la vraie différence entre revenu et patrimoine. Le revenu dépend souvent de votre temps. Le patrimoine, lui, continue parfois de grandir même quand vous arrêtez de travailler. Et plus le temps passe, plus cette différence devient visible. À 25 ans, l'écart entre un investisseur et un non-investisseur est souvent invisible. En revanche, à 45 ou 50 ans, il devient parfois gigantesque. Parce que pendant que certaines personnes dépensent la totalité de leurs revenus, d'autres accumulent discrètement des actifs. Un appartement, puis 2, puis 3, et c'est souvent comme ça que naissent les patrimoines importants. Pas dans le bruit, pas dans la promesse de richesse rapide, mais dans des décisions répétées pendant 10, 15 ou 20 ans. C'est aussi pour ça que beaucoup de grands investisseurs disent la même chose. La richesse se construit plus souvent avec des actifs qu'avec des salaires. Et parmi tous les actifs accessibles, l'immobilier reste l'un des plus puissants pour la classe moyenne parce qu'il permet à quelqu'un de normal d'utiliser le temps, la banque et les revenus locatifs pour construire progressivement une liberté financière. Et ce qui est fascinant,
c'est que cette logique ne concerne pas seulement les petits investisseurs. Quand vous regardez les plus grandes fortunes immobilières au monde, vous retrouvez toujours les mêmes principes. Acheter des actifs, les conserver longtemps, utiliser intelligemment la dette et laisser le temps travailler. Le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que l'immobilier est inaccessible. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes ont peur de passer à l'action. Peur des taux, peur du marché, peur de la banque, peur de se tromper. Alors elles attendent. Mais pendant qu'elles attendent, les investisseurs apprennent, structurent, visitent et négocient. Ils achètent. Et dans 10 ans, beaucoup de personnes diront probablement « j'aurais dû acheter ». Comme les générations précédentes d'ailleurs. Parce qu'en réalité, la plupart des gens ne regrettent pas d'avoir acheté trop tôt. Ils regrettent surtout d'avoir attendu trop longtemps. Oui, le coût de la vie augmente. Oui, le logement devient plus cher. Oui, le marché évolue. Mais chaque crise crée aussi des opportunités. Les investisseurs expérimentés savent une chose, les meilleures opportunités apparaissent souvent quand les autres ont peur. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont paralysées. Ce qui veut dire que ceux qui se forment comprennent les règles du financement et passent à l'action intelligemment, peuvent prendre énormément d'avance dans les prochaines années. Parce que l'immobilier n'est pas juste un achat, c'est un positionnement sur l'avenir. L'immobilier ne rend pas riche en une nuit, mais sur 10, 15 ou 20 ans, il peut complètement transformer une trajectoire financière. Parce qu'encore une fois, le logement est un besoin vital. Et tant qu'il y aura des humains, il y aura une demande. La vraie question est donc peut-être pas « est-ce le bon moment ?», mais plutôt « dans 10 ans, est-ce que je ne regretterai pas de ne pas avoir commencé aujourd'hui ?» Si vous aussi vous voulez apprendre comment structurer vos premiers investissements immobiliers, comprendre les banques intelligemment, l'effet de levier et construire un patrimoine sur le long terme, vous pouvez réserver un appel avec un membre de mon équipe. Le lien est en description et surtout, n'attendez pas de tout savoir pour commencer. Parce que dans l'investissement, ce ne sont pas toujours les plus rapides qui gagnent, ce sont souvent ceux qui ont commencé le plus tôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, ça nous donnera de la force pour créer toujours plus de contenu.